Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Nous étions tout à l'heure dans le sud de la France, à Cavaillon, et je vous propose maintenant de faire un détour par les territoires d'outre-mer et plus précisément à Mayotte. Là encore, vous pensez au soleil tropical et aux plages paradisiaques qui accueillent en réalité depuis plusieurs années des embarcations de migrants, donnant lieu à une grave crise migratoire sur cette île. Alors, oubliez le soleil, nous allons parler d'islam et d'immigration. Mayotte est aujourd'hui le département le plus pauvre de France, peuplé de seulement 300 000 habitants. La moitié de sa population est désormais étrangère. Parmi ces étrangers, 95% sont d'origine comorienne, l'île voisine à quelques dizaines de kilomètres seulement. À la crise migratoire s'ajoute la crise de l'eau. Alors quel bilan à Mayotte et comment affronter les crises? Pour en parler, nous sommes avec Mansour Kamardine. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous de m'avoir invité pour entendre aussi la voix de Mayotte. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Vous êtes député Les Républicains de la 2e circonscription de Mayotte. Vous êtes à l'origine de l'abolition de la polygamie dans ce territoire de la France d'outre-mer, puis de la tenue du référendum sur la départementalisation de Mayotte. Alors pour commencer, nous allons parler d'islam. Cette religion est majoritaire à Mayotte puisqu'elle est partagée par 95% de la population. Le sunnisme règne sur l'île et pourtant on note une différence absolue de conception et de pratique entre l'islam mahorais et celui des Comores voisines. Justement, Mansour Kamardine, observez-vous ce décalage et cette pression presque islamiste venue non seulement des Comores mais aussi de métropole? Oui, absolument. Cette pression est visible. Et ce n'est pas faute d'avoir, pour les Mahorais, d'avoir alerté depuis plusieurs années le gouvernement. Je crois qu'on ne nous fera pas le grief d'avoir alerté depuis 2017 les dérapages qui se font jour et qui sont, je dirais, que je mets entre guillemets compréhensibles dans la mesure où effectivement le gouvernement a pendant très longtemps minimisé le phénomène migratoire et ses conséquences. Or, nous savons que la pratique de l'islam aux Comores est différente de celle d'ici, notamment depuis ces dernières années, puisque là-bas, la radicalisation se voit un peu partout, avec des universités qui se font jour, avec des mosquées et des pratiques qui ne sont pas celles qu'avaient connues les Comores pendant plusieurs siècles. Et donc, il y a cette dérive. Nous l'avons dénoncé. Les Mahorais eux-mêmes n'en peuvent plus. Déjà, dès 2016-2017, ils ont démoli des mosquées. Et je ne sais pas si nos compatriotes métropolitains s'imaginent dans leur tête des musulmans qui décident d'aller démolir une mosquée. C'est quelque chose de nuit. Alors qu'ils l'ont fait, au moins à 2 reprises. Et actuellement, il y a également un conflit. Et je n'ai pas manqué de le souligner, d'attirer l'attention du gouvernement sur ce phénomène-là, mais le gouvernement est le seul à ne rien voir. Le gouvernement, manifestement, les yeux, il est devenu aveugle. Deuxième élément, et ce n'est pas un aveuglement ou, je dirais, inconscient, c'est probablement un aveuglement délibéré, parce que je ne comprends pas là non plus que dans les administrations, à l'éducation nationale, comment dirais-je, également à la préfecture ou à l'hôpital, qu'on envoie toutes ces tracailles de fonctionnaires qu'on ne souhaite pas voir là-bas parce qu'ils sont radicalisés. On les envoie à Mayotte pour dire sans doute, allez là-bas, vous trouverez vos frères de communauté de pensée, vous serez bien. Et du coup, on participe à détruire une société qui jusqu'ici était très, très équilibrée, très apaisée, très fière d'être à la fois musulmane et française. C'est vous dire toute ma colère. J'ai alerté récemment le gouvernement sur la nécessité de vérifier un certain nombre de financements importants qui concernaient la construction des édifices religieux. Eh bien, la lettre, alors qu'elle était censée adresser à monsieur le préfet, a été lue dans une mosquée. Et là aussi, ce sont des interrogations que je me pose. Mais monsieur le député, lorsque vous alertez justement le gouvernement sur ces questions migratoires, sur les questions de l'islam radical, etc., vous avez le sentiment que c'est un tabou? Je crois que le gouvernement se comporte de la même manière qu'il le fait sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous avons été dans le déni. Et ce qui tue la France,
ce qui tue notre pays et qui détruit la volonté du vivre ensemble, c'est cette interdiction de nommer les choses, ce tabou, cette volonté de regarder ailleurs, pour paraphraser le président Chirac, alors que la maison commune brûle. Ouais. Alors, on parle de pression d'imams extérieurs éloignés des valeurs mahoraises. Le préfet Thierry Suquet expliquait que cet islam mahorais est, je cite, profondément français et républicain. Alors, comment cela se manifeste et que pensez-vous de cette qualification ? Je crois que le préfet a eu parfaitement raison, mais là, soit il parle de l'islam traditionnel, soit il parle du passé, parce que moi, j'aurais bien aimé que monsieur le préfet, qui fait ici un travail colossal, et je sais que ses nuits sont extrêmement, ou ses journées sont extrêmement longues, qu'il regarde encore plus à fond, parce que nous sommes de subir des destructions massives dans ce domaine de la religion, et les Mahorais ne sont pas du tout contents du comportement de l'État. Si les Mahorais ont laissé faire, ça fait longtemps qu'ils auraient réglé le problème eux-mêmes. Mais à chaque fois, quand ils veulent régler les problèmes de crise auxquels ils sont confrontés, on leur rappelle qu'en République, c'est la loi de la République qui fait, sauf qu'ici, la loi de la République fait souvent défaut. Oui, la loi République ne vous protège pas, visiblement. Alors, cela ne devrait pas s'arranger avec le changement démographique de l'île entre l'immigration de masse et le pic de natalités étrangères. Je rappelle quelques chiffres pour bien que nos auditeurs comprennent l'ampleur du bouleversement migratoire dans le département de Mayotte. 30% de la population adulte de l'île est née à Anjouan, une île comorienne située à tout juste 70 km des côtes mahoraises. La capitale de Mamoudzou est la première maternité d'Europe avec 30 naissances par jour, soit plus de 10 000 par an. On compte jusqu'à 4,6 enfants par femme mahoraise en moyenne, contre 1,8 en France métropolitaine. Mansour Kamardine, vous alertez régulièrement le pouvoir exécutif sur tous les risques de troubles liés à cette pression migratoire. Comment inverser la tendance et est-ce encore possible ? D'abord, je veux rectifier quand vous dites 4,6% par femme mahoraise. Je me propose de dire 4,6 par femme habitant à Mayotte ou venue récemment à Mayotte. D'accord. Parce que la mahoraise même, elle fait moins de 3 enfants aujourd'hui. Elle tend vers les standards, je dirais, nationaux et occidentaux. Mais ce sont les femmes qui arrivent pour un tas de raisons. D'abord parce que probablement là-bas, il n'y a pas un développement de la politique d'espacement des naissances. Ensuite, quand on vient ici, on s'empresse pour faire des enfants parce qu'on sait qu'après qu'on ait eu un enfant ici, il sera difficile d'être expulsé pour tenter de lui donner la nationalité française. Et aujourd'hui, quand on regarde les enfants, les filles de parents étrangers nés à Mayotte, dans 10 ans, dans 15 ans, quand elles seront en âge de procréer, eh bien, d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, 80% de la population de Mayotte sera d'origine étrangère et clandestine, compte tenu des législations que nous mettons en place. C'est dire qu'effectivement, oui, nous sommes en grand danger. Ici, on peut parler sans hésitation et sans risque de remplacement de population, et les mots sont pesés. Parce que, 1, on a cette vague migratoire qui vient, 2, on a ces naissances massives qui se produisent sur le sol, 3, avec les questions de le fait qu'il n'y a plus d'écoles ou quasiment plus les écoles ici, ce sont des garderies, puisque plus on en construit les écoles, plus les gens viennent avec ces politiques publiques et nous reviendrons qu'on sont complètement inadaptés. Eh bien, les Mahorais fuient leur territoire pour aller s'installer ailleurs et protéger leur progéniture. Et ce faisant, les espaces libérés sont occupés immédiatement derrière par des étrangers et par des clandestins. Donc oui, nous sommes en grand danger si l'État ne se réveille pas, si la République ne vient pas au secours de Mayotte. Et malheureusement, les dernières orientations, décisions qui ont été arrêtées au Parlement ne nous ont pas donné un signal suffisant pour considérer que l'État et la République, le Parlement, a compris la détresse dans laquelle nous nous trouvons. Alors vous défendez notamment l'accélération de l'élargissement du droit commun à Mayotte pour lutter contre la pauvreté, l'illettrisme et le déficit d'accès au système de santé.
Vous mobilisez contre la signature de la feuille de route franco-comorienne en 2017 vers la libre circulation des personnes entre l'Union des Comores et Mayotte. Et vous êtes acteur du mouvement populaire de manifestation qui a abouti au retrait par le gouvernement français de cet accord le 12 septembre 2017. Vous avez notamment réussi à faire reculer le gouvernement sur cet accord franco-comorien pour la libre circulation des personnes. De quoi s'agissait-il et quelles sont les prochaines étapes aux échelles à la fois nationales et locales? Alors, d'abord, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'une feuille de route mortifère qui consistait à organiser de manière insidieuse une cogestion de Mayotte par la France et les Comores. Et ça, c'est à la fois inacceptable, insupportable. Mayotte a fait le choix de la France. Mayotte est fière d'être française. Nous avons fait le choix de la France en 1841 pour nous protéger des razzias comoriennes. Aujourd'hui encore, nous sommes dans cette même logique et quand la France contemporaine ne le comprend pas, ben notre volonté, c'est de lui faire comprendre. Et c'est ce que nous avons essayé en 2017 et que nous avons réussi avec beaucoup de succès. Il faut continuer à aider la France. Nous avons entrepris, les 4 parlementaires, le président du conseil départemental et le président de l'association des maires, une démarche auprès du Quai d'Orsay pour que nous l'aidions à participer à ce besoin de reconnaissance de la francité de Mayotte à l'international et que la France n'ait pas à chaque fois se cacher derrière son petit doigt quand il s'agit de parler de la relation entre la France et les Comores à propos de Mayotte. Nous ne nous cachons pas, nous sommes fiers de ce que nous sommes, c'est-à-dire des véritables citoyens français et nous entendons le demeurer de manière éternelle. Mayotte française, Mayotte éternelle et française, c'est à la fois l'espoir et l'ambition qui m'habite depuis mon jeune âge. Alors ce 101e département français qui est Mayotte n'est pas suffisamment pris en considération par la métropole, nous l'avons compris. L'insécurité y est totale, l'immigration massive et l'illégalité impunie. Est-ce que la situation de Mayotte préfigure l'avenir de la métropole si rien ne change? Je crois que vous faites bien de me relancer sur ce sujet parce que j'ai eu déjà l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Ce que nous vivons ici, c'est ce qui se développe de manière insidieuse en France. Moi, quand je regarde la question de la burqa et autres, quand je vois les réactions, je me dis que nous sommes à ce point naïfs de ne pas regarder les choses. Il y a une quinzaine d'années, quand l'immigration à Mayotte était de l'ordre de 7-10%, au niveau de l'État, au niveau national, tout le monde considérait que ce n'était pas si grave que ça. Et au bout de quelques années, aujourd'hui, vous avez tout à l'heure annoncé le chiffre de 50%. Non, aujourd'hui, l'immigration représente 60% à Mayotte. Et sur l'ensemble de la population, vous avez un tiers qui sont des Français comme vous et moi, un tiers des réguliers, puisque vous avez le titre de séjour territorialisé où on met tout le monde ici dans une espèce de cocotte minute et ça pète. Et puis les gens disent, mais on ne comprend pas. Et enfin, il y a un tiers de cette population qui est d'origine clandestine. Aujourd'hui, vous voyez, il y a eu l'amendement d'Itani qui consiste à dire qu'on ne peut pas accéder à la nationalité. Un enfant ne peut pas accéder à la nationalité française si 3 mois avant sa naissance, ses parents, au moins un de ses parents, n'était en situation régulière à Mayotte. Eh bien, maintenant, ils sont suffisamment nombreux, ils détournent le système, ils font des reconnaissances frauduleuses entre eux et entre elles pour reconnaître les enfants et de leur donner la nationalité. Vous avez quelqu'un qui est en situation régulière, une femme qui doit accoucher, non. On demande au père ou à la mère qui est en situation régulière de reconnaître l'enfant de l'autre, ce qui permettra à l'enfant demain d'avoir la nationalité française. Et tout ça se fait à la barbe de l'État. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le vit, mais personne, ça n'intéresse personne. Et quand je dis ça n'intéresse personne, je mets directement en cause la justice, qui elle aussi participe à la fabrication. Qui participe à la fabrication des MNA, puisqu'elle produit les délégations d'autorité parentale à l'échelle industrielle, sans jamais s'assurer si les conditions légales étaient réunies et si effectivement les personnes qui bénéficiaient, qui demandaient cette délégation d'autorité parentale avait les conditions à la fois d'héberger et d'entretenir ces gamins.
Merci monsieur le député. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription de Mayotte et que vous luttez ardemment contre la crise migratoire entre autres. Nous continuerons évidemment de suivre ces événements avec une attention très particulière. À bientôt monsieur le député. À bientôt, peut-être même rendez-vous avec les débats sur la loi immigration qui vont venir à l'Assemblée à partir du 11 décembre. Ah bah, très bien. Qu'on soit on vous invitera. Très présent et qu'on lâche rien tant que il faut rien lâcher. Il sous-estime la force de la pertinence des Mahorais, mais si il voulait s'en rendre compte, s'y intéresser, il se rendrait compte qu'en 1974, personne ne croyait que nous resterions français, nous le sommes. Et donc nous sommes convaincus qu'il le souhaite ou pas, qu'il le veuille ou pas, nous participerons ardemment à la lutte contre l'immigration. Eh bien, nous en reparlerons ensemble. Merci beaucoup, monsieur le député.